On va parler au cours de cette table ronde d'un sujet que certains d'entre vous connaissent peut-être, que ce soit qu'en tant que salarié ou qu'employeur. Pourquoi les entreprises peinent-elles autant à recruter aujourd'hui? Alors, je crois que c'est un des paradoxes du moment, alors que l'économie ralentit, qu'on parle de récession, en tout cas qu'elle est dans les têtes, qu'il y a eu tout un tas de difficultés d'approvisionnement, de pénurie, etc. Il semblerait que quand même, malgré tout, et malgré un taux de chômage qui, selon je parle sous le contrôle du directeur général de l'INSEE qui est assis dans la salle, donc je vais essayer de ne pas dire de conneries, qui était à 7,3% de la population active ce matin, c'est bien ça? Bon, ouf. Malgré un taux de chômage qui reste quand même relativement élevé par rapport à nos voisins, les entreprises ont mal fou à recruter. Je vais vous livrer un chiffre qui sortira demain matin, mais ils me pardonneront. Je crois qu'il y a un petit baromètre de BPI France, Rexecode, qui sort demain matin, qui dit qu'on a encore 59% des entreprises enquêtées qui peinent à recruter. Donc ça reste, malgré le ralentissement de l'activité, une difficulté majeure, avec des conséquences importantes, bien entendu, sur le fonctionnement des entreprises. Donc on a un panel d'invités pour en parler, puisque moi je ne suis que l'animatrice. Donc on va commencer par les dames. Sonia Bellit, donc, qui est chef de projet à la Fabrique de l'Industrie, qui nous racontera comment ça se passe dans l'industrie. À côté, Dimitri Mavridis, de l'OCDE, qui pourra nous permettre d'élargir l'horizon au-delà de nos frontières. Monsieur Clément Michel, qui est DRH de Keolis, après une longue carrière à l'international, donc qui connaît aussi le sujet sous un angle multi-pays. Mickaël Oran, qui est le chef de mission d'analyse économique de la DARES, qui a étudié ça par le menu, et Gilles Berset, expert S, SMIC et rémunération et négociation collective, qui pourra apporter le regard aussi des chiffres là-dessus. Donc je crois qu'on va faire le constat plus en détail. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand on cherche à recruter? Est-ce que on va commencer, tiens, honneur aux dames encore, par vous, Sonia Bellit. Je crois que l'industrie est aujourd'hui un des secteurs, sinon le secteur de l'économie française qui a le plus de mal à trouver de la main-d'œuvre. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça de la manière la plus concrète possible? Bonjour à tous. Donc je vais peut-être commencer par présenter la Fabrique de l'Industrie. C'est un think tank, un groupe de réflexion qui est donc dédié aux questions industrielles, et notre activité, c'est de produire des études sur ces questions-là, et puis aussi d'organiser des séminaires, des conférences comme celle-ci pour animer le débat public. Et donc oui, je vais vous parler de l'industrie en particulier, l'industrie qui est particulièrement confrontée à des problèmes de recrutement. Deux chiffres de Pôle emploi d'ailleurs. Le premier qui nous indique que en 2022, la moitié des recrutements sont anticipés comme difficiles par les entreprises industrielles. Et un deuxième, plus spécifique au secteur de la métallurgie, où dans ce secteur, c'est plus de 70% des recrutements qui sont anticipés comme difficiles. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on parle beaucoup de désindustrialisation, que l'industrie a perdu près d'1,5 million d'emplois en 30 ans, et malgré tout, c'est un secteur qui est confronté à des problèmes de recrutement. Et alors, si on veut expliquer les problèmes de recrutement dans l'industrie, et même de façon générale, généralement, on donne deux explications. La première, c'est la faible attractivité. La deuxième explication, c'est la pénurie de compétences. L'industrie combine ces deux difficultés. D'abord, une faible attractivité, parce que l'industrie est confrontée à un problème d'image. On associe souvent l'industrie à des mauvaises conditions de travail, des rémunérations faibles.
voilà, on a toujours l'image des chaînes de production, notamment dans le secteur agroalimentaire par exemple, ce qui est une partie de la réalité. Mais malgré tout, alors on avait produit une étude il y a quelques années sur les parcours professionnels des sortants du système scolaire. Et donc, parmi eux, on avait étudié ceux qui s'étaient insérés dans le secteur industriel. Et ce qui avait été montré, c'est qu'en moyenne, les ouvriers de l'industrie sont en moyenne donc mieux payés, mieux rémunérés et ont des parcours plus stables que les employés du tertiaire. Donc, ce qui montre qu'il y a un déficit d'attractivité, mais qui est aussi lié peut-être à une mauvaise représentation qu'on se fait de l'industrie, en partie en tout cas. Et puis aussi, ce déficit d'attractivité, il est aussi lié finalement à une dévalorisation des filières professionnelles, c'est-à-dire les filières qui mènent à ces métiers industriels. Parce que les filières professionnelles, elles sont considérées comme des filières par défaut, c'est-à-dire qu'on va en filière professionnelle si on n'a pas d'assez bons résultats pour aller en filière générale. C'est plutôt encore comme ça que c'est perçu, donc ce qui n'aide pas et ce qui contribue aussi à ce manque d'attractivité dans le secteur industriel. Et ensuite, une deuxième partie d'explication, c'est donc la pénurie de compétences. Et dans le secteur industriel, c'est vrai qu'on assiste à une montée en gamme. Alors on parle beaucoup d'industrie 4.0, d'industrie du futur. Alors toutes les entreprises industrielles n'en sont pas là, elles ne sont pas toutes ultra modernes, mais c'est quand même une tendance. Et cette montée en gamme, elle se traduit notamment par l'introduction de technologies numériques sur les sites industriels, directement dans les usines. Et notamment, alors on a produit là aussi une étude sur ce qu'on appelle l'Internet des objets ou l'Internet industriel des objets. Ce sont tous ces capteurs qu'on va placer dans les usines, sur les lignes de production et qui permettent de collecter de la donnée. Et toutes ces données, donc, elles nécessitent de nouvelles compétences. Alors, des profils hautement qualifiés, notamment des data scientists. Et on sait que c'est très difficile aujourd'hui d'en trouver. Il y a une pénurie de data scientists, puisqu'on a besoin de ces personnes pour analyser les données, notamment. Et puis, c'est une pénurie qui ne concerne pas que les profils hautement qualifiés, elle concerne aussi les opérateurs de terrain, les ouvriers, puisque pour eux aussi, l'introduction de cette nouvelle technologie numérique change la façon de travailler. On attend d'eux qu'ils soient polyvalents, qu'ils sachent manier les outils numériques, qu'ils soient peut-être moins associés à une étape de la production et qu'ils aient une vision plus large du processus de production. Bref, on attend de nouvelles compétences de ces salariés. On a aussi la robotisation, donc on attend aussi de ces ouvriers qu'ils sachent manier et programmer des robots parfois ultra sophistiqués. Et ce qui crée d'ailleurs des contraintes et une certaine ambiguïté dans la mesure où les employeurs vont attendre par exemple des soudeurs, parce que l'industrie a beaucoup de difficultés à trouver des soudeurs. Donc on va attendre des soudeurs qui sachent souder et qu'en même temps ils sachent programmer des robots de soudure. Et parfois il manque l'une ou l'autre de ces compétences. Donc ça crée beaucoup de difficultés. Merci. Je crois que le secteur du transport, avec tous ces cars, ces bus, ces trams, a aussi cruellement besoin de main-d'œuvre. Vous pouvez nous en parler aussi? Qu'est-ce qui se passe? En effet, alors Keolis, on est opérateur de mobilité, les métros, les trams, les bus, les cars, vous l'avez mentionné, les vélos, les navettes fluviales. Et effectivement, l'industrie du transport, en ce moment, ça n'est pas vrai qu'en France, mais est confrontée à des difficultés de recrutement. J'ai bien aimé le chiffre que vous avez mentionné à l'instant, hein, les 59% des entreprises, c'est la même chose chez les filiales de Keolis. On a grosso modo une 60% de nos filiales qui sont face à de vraies difficultés de recrutement en ce moment. Et pour l'industrie, hein, il y a deux fédérations professionnelles, la FNTV et l'UTP en France pour l'industrie du transport public en général, transport de voyageurs. Et en ce moment, on recherche 5000 personnes. Keolis, c'est 20% de ça, ça fait à peu près 1000 personnes. Et les impacts au quotidien, ça veut dire quoi, hein? On a à cœur de rendre les territoires que l'on sert plus inclusifs, plus durables, et l'offre des transports du quotidien font bien partie de facilitateurs d'une ville plus durable. Et donc, un peu moins de conducteurs, ça veut dire une fréquence, hein, d'une ligne de bus qui va avoir
un bus tous les 7 minutes, ça va passer à 7,5 ou 8 minutes, parlons un peu des territoires ruraux pendant une minute, puisque là, ça va être plus difficile de trouver la personne qui va faire la tournée de car scolaire du matin, et on va fusionner deux tournées scolaires pour en faire une seule, et donc allonger le temps de trajet pour aller à l'école primaire, au collège, au lycée. Et donc là, on a vraiment collectivement un vrai challenge sur lequel nous, Keolis, on a commencé à travailler, mais on va en parler un petit peu tout à l'heure. Et on voit venir là maintenant de belles réussites pour faire face à ces gros enjeux qu'on a en collectif. À noter qu'on voit des choses qui sont spécifiques à Keolis, spécifiques au secteur du transport, mais que pour les causes exogènes à la situation actuelle, il y a des spécialistes bien plus éminemment que nous pour en parler, ici présents. Puisque vous avez travaillé à l'international, et ça nous permettra de faire le lien avec l'intervenant suivant, est-ce que c'est une situation qui est spécifique à la France ou qui est particulièrement accentuée en France ? Dans le plaisir de ces panels, c'est qu'on peut avoir une pré-conversation avant, juste avant, et donc ma perception à moi, c'est que ça n'est pas spécifique à la France. Je discutais avec nos équipes à Las Vegas il y a pas si longtemps, même problème. Au Danemark, même problème. En Suède, même problème. En Angleterre, dans certains des endroits, à Manchester par exemple, on a certains de ces sujets qui vont, on va dire que les audiences vont être un peu différentes. On va avoir peut-être plus de difficultés à embaucher des jeunes dans certains endroits, ou plutôt des seniors dans d'autres endroits, ou des réfugiés dans certains endroits. Mais en tout cas, c'est une vraie conversation qu'on a dans tous les pays où nous sommes. Michaël Oran, je crois que la DARES a fait un travail très approfondi sur le sujet. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Quelle est l'ampleur de ces difficultés de recrutement ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Et est-ce que vous avez cerné quelques causes ? Merci, déjà merci de nous inviter à nous exprimer ici aujourd'hui. Donc nous on a regardé effectivement ces difficultés de recrutement, et s'il y a quelque chose qui est indéniable, c'est qu'elles sont à un niveau très très élevé aujourd'hui en France, dans la plupart des secteurs. Le chiffre de 60%, il est à peu près, ça correspond à ce qu'on a aussi dans les enquêtes de conjoncture dans le secteur de l'industrie ou des services. Donc effectivement on a un niveau de difficulté de recrutement qui est très haut. Les causes que la théorie économique expose à ces difficultés de recrutement, elles sont assez nombreuses. Il y en a qui ont déjà été évoquées, les manques de compétences, les problèmes géographiques. Et nous, aujourd'hui, on fait plutôt le constat qu'il y en a une troisième qui est quand même la plus importante, en tout cas à court terme, qui est juste l'effet de la conjoncture. Et là-dessus, je pense qu'il y a 3 points un peu importants à avoir en tête. C'est que ce phénomène de difficulté de recrutement, il n'est pas nouveau. Il n'est pas inédit, et puis c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Il n'est pas nouveau parce qu'il a commencé, en fait, les difficultés de recrutement ont commencé à s'accroître à partir de 2015-2016, au moment où le chômage, lui, a commencé à baisser. J'ai quelques chiffres, je ne vais pas vous assommer avec les chiffres, mais juste pour avoir une idée. Donc aujourd'hui, on est à 60% de difficultés de recrutement. En 2016, dans les services, on était à 20%. Et en fait, entre 2016 et 2019, la part d'entreprises qui déclarait des difficultés avait déjà doublé, elle était déjà à 40%. Donc une bonne part du chemin avait été fait déjà en 2019. Et même si on regarde un peu plus précisément, l'impression qu'on a un peu globalement, c'est qu'il y a eu la parenthèse Covid, évidemment, qui a été très particulière, quelques trimestres très particuliers, mais qu'on est revenu aux tendances qui ont commencé dans ces années-là, 2015-2016, et qu'on est vraiment sur la poursuite de ces tendances-là. Donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau et qui s'est amorcé au moment où le marché du travail a commencé à reprendre des couleurs. Il n'est pas inédit non plus, quand on regarde un peu plus loin dans le passé, notamment juste avant la crise de 2008, avant la crise de 2000, des années 2000, on était à des niveaux de difficulté qui étaient à peu près comparables sur un peu tous les indicateurs qu'on a. Et donc on voit bien qu'il y a
phénomène qui se répète, c'est que quand l'économie va bien, on a des problèmes à recruter. Ça s'explique assez facilement. En fait, quand il y a moins de chômeurs, les entreprises peuvent créer de l'emploi, elles ont des opportunités, donc elles cherchent à recruter. Et elles cherchent à recruter, mais du coup, il faut trouver quelqu'un d'autre que des chômeurs dont on a de moins en moins de disponibles. Un des indicateurs qui permet de voir ça, et dont on a beaucoup discuté ces derniers mois, c'est les démissions. Les démissions qui, elles aussi, comme les difficultés de recrutement, ont beaucoup augmenté ces derniers trimestres. En fait, on comprend assez vite, quand on ne peut plus embaucher de chômeurs, quand il n'y a plus de personnes immédiatement disponibles pour travailler, pour venir remplir des emplois vacants, et ben on est obligé d'aller chercher des gens qui sont déjà en emploi. Et donc, pour changer d'emploi, il faut démissionner. Et on voit assez vite le lien entre un haut niveau de tension et un haut niveau de démission. Donc là, le deuxième point, c'est pas inédit. Et donc effectivement, quand on regarde les autres moments pré-crise, les moments où vraiment on était au maximum de conjoncture favorable dans le passé, on est à des niveaux à peu près comparables à ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est une bonne nouvelle du coup, parce que ça veut dire qu'on est dans une situation conjoncturelle favorable. On a un taux de chômage qui est effectivement à 7,3% qui est aujourd'hui pour le troisième trimestre, qui est un niveau qui est quand même historiquement bas sur les 75 sur les 45 dernières années. On est à un niveau d'emploi un taux d'emploi qui est jamais vu. Historiquement, on n'a jamais autant travaillé qu'aujourd'hui en France. On crée encore des emplois assez fortement tous les trimestres, peut-être un peu trop d'emplois, mais en tout cas, ils sont là, 100 000 emplois encore presque au troisième trimestre. Donc sur le marché du travail, tout va bien. On est dans une dynamique très favorable. Et effectivement, ça s'accompagne de difficultés de recrutement parce que quand tout le monde veut recruter au même moment, quand il y a moins de main-d'œuvre immédiatement disponible, c'est un peu plus difficile. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas résolu tous les problèmes. Évidemment, il y a des causes aussi beaucoup plus structurelles, et donc je pense que c'est aussi de ça que les intervenants qui ont des approches plus sectorielles vont nous parler. Mais d'un point de vue macroéconomique, voilà le diagnostic qu'on fait, c'est que tout va bien, et c'est normal qu'on ait ces problèmes qui sont plutôt des problèmes positifs. Bon, l'économie va bien, le marché du travail va bien, tout va bien. Dimitri Mavridis, pardon, c'est le même constat sur l'ensemble de l'OCDE. Que disent vos travaux à vous sur ce sujet-là? Alors pour repartir un peu du constat, parce qu'il est un peu plus mitigé, tout d'abord, on partage le constat qu'il y a une partie conjoncturelle et une partie structurelle aux difficultés de recrutement. C'est vrai que donc, en France, lorsque la conjoncture, en général dans tous les pays de l'OCDE, lorsque la conjoncture est bonne, le taux de chômage est élevé, les difficultés de recrutement augmentent. Et une grande partie de ce qu'on observe aujourd'hui dans tous les pays de l'OCDE, surtout en France aussi, c'est dû à une part cyclique et plus qu'à des phénomènes structurels. Néanmoins, les problèmes de difficulté de recrutement n'ont pas commencé avec le Covid. Et il y a une partie structurelle en France qui est beaucoup plus élevée que la moyenne européenne. Et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, la France avait la particularité d'être le pays avec les difficultés de recrutement les plus élevées de l'Union européenne et un des taux de chômage les plus élevés aussi. Donc on était face à cette situation. C'était difficile de recruter, mais en même temps, il y avait beaucoup de personnes disponibles et un taux de chômage très élevé. Donc, il y a une partie cyclique qui est réelle, mais aussi une partie structurelle qui est particulière à la France et qui reste qu'il faut comprendre et dissecter. Donc, c'est une des choses que l'on voulait faire dans notre papier de recherche. Donc, un de nos constats au début, c'est qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Toutes les entreprises, lorsque la conjoncture est dans la moyenne, toutes les entreprises n'ont pas des difficultés. Donc ce qu'on voulait comprendre, c'était quelles sont les entreprises qui ont des difficultés à recruter. Et notre approche, c'est essayer de décortiquer, donc essayer de comprendre quelles sont ces entreprises. Est-ce que c'est certains secteurs? Est-ce que ce sont certains métiers? Est-ce que ce sont certains territoires? Est-ce que ce sont certaines entreprises? Est-ce que ce sont celles qui sont plus à la pointe de la productivité, de l'innovation? Ou au contraire, ce sont celles qui sont plus à la traîne? Est-ce que ce sont les grandes? Est-ce que ce sont les petites? Est-ce que ce sont celles qui payent plus que la moyenne du métier, du secteur, de la localité, ou au contraire les autres? Et donc, on a mobilisé une enquête de Pôle emploi
Et donc on a apparié les enquêtes de Pôle emploi aux enquêtes DADS, donc des données de déclaration sociale, plus les enquêtes fiscales des entreprises, et ce qui nous a permis un peu de faire un tableau pour comprendre quelles sont les entreprises qui déclarent être le plus en difficulté. Et ce que l'on trouve, ça conforte un peu ce qui ressort des analyses sectorielles, c'est que ce sont surtout donc les entreprises. Alors, ce sont plus les entreprises petites qui se déclarent être en difficulté de recrutement que les grandes. Ce sont plus les entreprises qui sont loin d'un centre de population, loin d'un pôle d'activité que celles qui sont au centre du pôle d'activité. Ce sont plus celles qui cherchent des compétences qui sont, on va dire, plus proches, qui dépassent les 2000 € par métier, plus que celles qui embauchent au SMIC. Donc les difficultés de recrutement augmentent bien avec le salaire. Mais après, elles ont tendance à être stables ou à même baisser. Et plus les entreprises embauchent, plus elles acquièrent de l'expérience et moins elles se plaignent de difficultés à recruter. Et donc, notre analyse, ce qu'elle nous montre, en gros, c'est que, pour faire un peu un résumé, c'est que 3/4 de ce qu'on arrive à expliquer comme variation dans les difficultés de recrutement, c'est dû au métier. Il y a certains métiers pour lesquels il est difficile de recruter, d'autres un peu moins. Et donc lorsqu'on essaye d'expliquer la variation et qu'on met les métiers et les secteurs, c'est 3/4 de la variation de ce qu'on arrive à expliquer est expliqué par ça. Et le reste, c'est expliqué par les caractéristiques de l'entreprise et les caractéristiques des territoires. Donc voilà pour le constat. Gilles Berset, on n'a pas encore beaucoup parlé quand même d'une donnée importante quand il s'agit de trouver un emploi, c'est le salaire. Est-ce que, on en a dit un mot, mais est-ce qu'on peut aplanir les difficultés de recrutement en augmentant les rémunérations ? Merci. Alors, peut-être 4 petits points, dont l'un, évidemment, est sur les salaires concernant les difficultés de recrutement. Le premier point, c'est que quand on regarde autour de nous, en Europe, on voit qu'il y a des pays avec de très, très fortes difficultés de recrutement. C'est par exemple les Pays-Bas et l'Allemagne. Mais ces 2 pays ont un taux de chômage particulièrement bas, 3,5%. Et puis d'autres pays d'Europe du Sud, par exemple, l'Italie et l'Espagne, dans lesquels les difficultés de recrutement n'ont pas énormément augmenté et qui ont un taux de chômage très élevé. Et la France a un peu l'inconvénient des deux, c'est-à-dire a d'assez fortes difficultés de recrutement, alors même que le taux de chômage reste encore massif en France. Et la question qui se pose, c'est évidemment, est-ce que tout ça, c'est pas le symptôme d'un mauvais fonctionnement du marché du travail ? Et on peut légitimement se poser la question. On peut d'autant plus se la poser, c'est mon deuxième point, que quand on voit évoluer les choses dans le temps, on voit qu'un même taux de chômage est associé à des difficultés de recrutement plus élevées maintenant qu'avant la grande crise financière 2008-2009. Il y a eu un déplacement de ce que les économistes appellent la courbe de Beveridge. Et donc, ce déplacement, le fait qu'on se heurte à des difficultés de recrutement beaucoup plus tôt en termes de taux de chômage, signifierait que les difficultés d'appariement sur le marché du travail se seraient amplifiées en France, ce qui évidemment peut justifier des réformes de fonctionnement du marché du travail. Alors, les 2 autres petits points sont issus d'un travail qu'on a fait, qui a été publié avec l'article dont il était question, de Dimitri, dans la dernière livraison d'économie et statistiques, une très bonne revue publiée par l'INSEE, dont je recommande à tous la lecture, parce qu'il y a un petit dossier sur les difficultés de recrutement. Le troisième point qu'on tire de ce travail, c'est que les entreprises qui déclarent des difficultés de recrutement sont en moyenne plus productives que les autres. Alors du coup, on peut s'inquiéter, on peut se dire elles se heurtent à des difficultés de recrutement, elles sont plus performantes en termes de productivité. Ça veut dire que globalement, on pourrait être beaucoup plus performant en France si les entreprises qui ont des difficultés de recrutement n'en avaient pas. Alors on a fait tout un ensemble de règles de 3 pour voir ce qui se passerait si, d'un coup de baguette magique, les entreprises qui ont des difficultés de recrutement n'en avaient subitement pas.
Et qu'est-ce qui se passerait en termes de... Et puis on fait un petit calcul linéaire d'augmentation de la VA, etc. Et on voit ce qui se passerait en termes de productivité au niveau macroéconomique. On voit que ça ne changerait pas grand-chose. Et en fait, ces difficultés de recrutement, rencontrées par un grand nombre d'entreprises, pourtant plus performantes que la moyenne, eh bien, ne pèsent pas, en quelque sorte, sur la productivité moyenne de l'économie. Et le quatrième point que je voulais évoquer, quatrième et dernier point, qui concerne les salaires, c'est que dans une enquête qu'on a exploitée à la Banque de France, je dis on parce que j'y étais à l'époque, une enquête spécifique, on a demandé aux entreprises, si vous avez des difficultés de recrutement, quelle en est la cause? Et puis il y avait différentes causes, dont des salaires insuffisants. Et beaucoup d'entreprises nous ont dit, j'ai des difficultés de recrutement parce que je ne paye pas assez mes salariés, ce qui met en mauvaise concurrence pour attirer de la main-d'œuvre que d'autres entreprises qui payent un petit peu plus. Du coup, on a regardé, on a vu qu'effectivement, ces entreprises, en moyenne, toutes choses égales par ailleurs, payaient moins que les autres. Donc ça, c'est un premier renseignement. On s'est dit, mais c'est un peu curieux, quoi. Elles sont plus productives, elles payent moins que les autres, et du coup, elles ont des difficultés de recrutement, alors que ça les bride dans leur croissance. Ben, on a vu que ces entreprises se caractérisaient aussi par une situation financière plus dégradée que la moyenne, beaucoup moins bonne que la moyenne. Et donc, elles payent moins parce qu'elles sont, en termes de santé financière, beaucoup moins bonnes que les autres. Ce qui fait que les solutions à trouver sont évidemment plus difficiles que si ça n'était pas le cas. Alors, si on essaye de parler des solutions, dans le secteur de l'industrie, on entend de plus en plus parler d'industriels, de l'ameublement, du textile, mais aussi dans d'autres secteurs qui recréent leur propre filière de formation. Est-ce que c'est une piste à suivre? Est-ce qu'elle peut être développée à plus grande échelle? Et c'est pareil dans le transport d'ailleurs, donc je vais vous poser aussi la question. Je crois qu'il y a des entreprises de transport qui ont créé leur propre centre de formation. Et voilà, est-ce que vous pouvez nous parler déjà de cette piste-là, Sonia Belli? Oui. Alors effectivement, dans l'industrie, il se crée beaucoup de centres de formation en interne, mais aussi d'écoles de production. Et souvent, ça se fait au niveau local, au niveau territorial, parce qu'en réalité, les difficultés de recrutement, elles doivent aussi être pensées au niveau territorial, parce que c'est là qu'elles se trouvent, du fait aussi d'un problème d'attractivité du territoire. Et donc, on a beaucoup d'exemples comme ça de territoires qui, par exemple, créent, ou d'entreprises qui créent soit leur propre centre de formation en interne, soit des écoles de production qui se développent de plus en plus. Donc des écoles de production qui sont destinées à ce qu'on appelle des décrocheurs, donc des jeunes en difficulté, enfin ce qu'on appelle aussi les NEET, ni en emploi, ni en études, ni en formation. À partir de 15 ans, qui sont très encadrés et qu'on forme sur des machines très sophistiquées et qui répondent à de vraies commandes, donc qui sont vraiment mises en situation réelle. Donc ça, c'est un levier qui est offert aux industriels et dont les industriels s'emparent de plus en plus pour former et finalement s'assurer une main-d'œuvre disponible sur des métiers qui manquent, comme ceux de chaudronniers, soudeurs. Voilà, il y a des métiers. Ça fonctionne. Alors, bon, ensuite, quand on écoute donc des personnes, et je pense notamment à une personne récemment qui intervenait lors d'une conférence et qui a créé une école de production à Cholet, qui nous expliquait que malgré tout, c'était difficile de trouver des jeunes, en tout cas, qui n'étaient pas aidés par les professeurs, par les collèges, les lycées, parce que, encore une fois, les professeurs ont une méconnaissance de l'industrie et qu'ils avaient tendance à décourager ces jeunes qui pourtant parfois n'étaient pas faits pour rester assis face à un tableau, donc voilà, qui les décourageait d'aller vers ce type de secteur, vers ce type de métier. Donc c'est pas toujours évident, mais en tout cas il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises au niveau du territoire. Je pense aussi à, par exemple, donc à Niort, il y a des entreprises industrielles qui ont mis en place, alors là je sors un peu de la formation, mais qui ont mis en place un pack accueil pour attirer des candidats. Donc ils leur ont posé plusieurs questions sur leurs besoins en termes de crèche, d'école, emploi du conjoint ou de la conjointe, et puis les accompagnent dans cette démarche-là pour les attirer sur le territoire. Tout ça pour dire que les problèmes de recrutement, ils peuvent aussi se résoudre de cette façon-là, en aidant
les candidats, enfin, en aidant sur d'autres dimensions que ceux de la formation. Clément Michel, peut-être un peu en macro, et puis ensuite, juste en répondant rapidement, on a une démarche chez Keolis qu'on appelle Kéoscopie, qui est vraiment essayer de comprendre ce que les passagers, les usagers de nos services, quelles sont leurs démographies, quelles sont leurs contraintes, qu'est-ce qui fait qu'ils vont prendre les transports en commun tel jour ou pas, que ce soit des jeunes, des personnes avec des fragilités, etc. etc. Et finalement, on s'est dit, on va prendre cette méthodologie qui est devenue un peu notre marque de fabrique et se dire mais on va faire la même chose vis-à-vis du marché de l'emploi et en se dire mais qu'est-ce que ça veut dire pour des gens qu'on aimerait bien qu'ils viennent candidater dans nos métiers, hein, et d'avoir une approche presque sociologique et en se disant quels sont vraiment les freins. Et là-dessus, on est vraiment au tout début de l'étude, mais on voit bien des perceptions des métiers qui sont parfois à 1000 lieues de ce de la réalité. Alors pour venir au sujet de la formation, Keolis fait partie de ces entreprises qui n'avaient pas de centre de formation des apprentis. Il y a 2 ans, 0, je peux vous le dire, de CFA d'entreprise, en partenariat avec d'autres. L'année dernière, 2021, 100 personnes sont passées dans le CFA de Keolis, 200 cette année 2022, on va probablement tangenter 220, 230 en fin d'année, et on va doubler encore l'année prochaine, et ça marche, un taux de rétention après 1 an qui est fort, donc on sent bien. Et si j'avais un autre chiffre, finalement, il y a 5 ans, on recrutait pour le métier de conducteur, pratiquement 100% de personnes avec un permis D, et ben maintenant, ça n'est que 33%. Donc voilà, le sujet de la formation et de l'accompagnement. Alors là, j'ai parlé d'apprentis, donc une audience de jeunes, mais j'ai mentionné tout à l'heure les réfugiés, donc partenariat avec Ichuan, à la frontière luxembourgeoise, on a une filiale, ou à Rennes. Ici, à Lyon, on travaille aussi sur ces sujets-là, y compris la formation aux Français, et on voit vraiment de jolies choses qui sont en train de se passer. Voilà. Et après, je pourrais encore parler d'autres audiences encore où on a moins besoin de formation, mais qui sont tout aussi importantes. Michaël Laurent, là-dessus, est-ce que en fait, la responsabilité ou le poids du problème de la formation dans les difficultés de recrutement est énorme? Ça dépend des métiers. Voilà. Pour être rapide, nous, ce qu'on regarde à la DARES, on a un indicateur de tension qui est assez intéressant. On arrive un peu à essayer de distinguer les différentes causes, donc on identifie aux tensions, donc que ce soit des problèmes d'inadéquation géographique, donc ce qui voudrait dire que les gens formés existent, mais ils sont simplement pas là où on aurait besoin de les recruter, que ce soit des problèmes de pénurie de compétences, que ce soit des problèmes un peu comme j'évoquais précédemment, plutôt d'intensité du fonctionnement du marché du travail et des embauches. Et donc on voit qu'en fait, à travers tous les métiers, dans toute l'économie, ces problèmes de compétences, ils varient fortement d'un métier à l'autre. Et typiquement, hier, on intervenait un peu sur le même sujet avec une représentante du secteur des transports également. On voit que ce problème de compétences, il était assez fort sur la catégorie des chauffeurs routiers et sur les chauffeurs de train et d'engins de traction. Par contre, dans le secteur des transports, un métier qui est très différent et en même temps assez proche, qui est le métier de chauffeur, livreur, et pour le dernier kilomètre. Là, il n'y a pas du tout de problème de pénurie de compétences. Il y a des problèmes de tension, mais plus parce qu'on est en train de recruter beaucoup de monde. Cette différence entre ces deux métiers qui au fond sont pas si différents. Il y a un problème sans doute de formation qui répondent pas forcément aux besoins immédiats de l'industrie et des différents secteurs. Et puis il y a sans doute des questions aussi de spécificité de métier, de nouveaux métiers qui apparaissent, typiquement on voit bien que les livreurs, la demande en livraison, la demande de dernier kilomètre, elle a quand même beaucoup augmenté depuis le Covid, et donc il y a des pénuries qui sont liées au fait qu'on a besoin de plus de gens sur ces métiers. C'est aussi le genre de choses qu'on regarde un peu avec une perspective de plus long terme sur les métiers verts ou verdissants. Dans le cadre de la transition écologique, on essaie d'anticiper un peu les problèmes de
tensions qui pourraient se poser sur ces questions-là de formation, avec l'exercice notamment de prospective des métiers et de qualification avec France Stratégie. Voilà. Après, nous, du côté du marché du travail, on ne définit pas la politique de formation, évidemment, on constate. Voilà. Et il y a beaucoup de métiers où il n'y a pas du tout de problème de pénurie de compétences. Dimitris Mavridis, il me semble que l'OCDE fait quand même un constat assez sévère sur l'inadéquation des compétences en France aux besoins de l'économie, ou je me trompe? Alors, je ne suis pas dans cette direction, mais oui, effectivement, il y avait un rapport sur les compétences qui montre effectivement une grande inadéquation des compétences. Non, plutôt sur le constat sur le que faire. Je pense qu'il y a trois grands axes. Le premier, c'est effectivement former. Mais on a le problème que les petites entreprises, qui sont celles qui ont le plus de mal à recruter, elles ne peuvent pas se permettre de former des gens qui pourraient partir après, elles n'ont pas les moyens. Ce sont les grandes entreprises qui ont des grands besoins, qui peuvent se permettre de faire de la formation, mais pas les petites. Et donc il faut peut-être qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on aide les petites entreprises, soit à faire de la formation, soit à leur fournir des gens plus formés. Donc là, il y a tout un débat sur la formation je pense qu'il faut avoir. Le deuxième point, c'est un peu sur la fluidification du marché du travail en France. Les petites entreprises aussi, elles ont peur d'embaucher. Elles perçoivent les embauches comme quelque chose de potentiellement très coûteux, et alors que c'est un peu moins le cas dans les autres pays. Donc là aussi, je pense qu'il y a aussi pas mal de travail à faire. Donc on est dans une situation qui est meilleure à la situation qui était il y a 10 ans par rapport à la fluidification du marché du travail en France, mais il y a quand même des écarts par rapport aux autres pays. Et pour finir, il y a la question de l'ouverture du marché du travail français au reste du monde. On a eu des grands flux migratoires qui sont passés en Europe, et il y a eu très peu de gens qui sont venus en France, alors qu'on a des difficultés à recruter, que ça soit en 2016 ou que ça soit là maintenant en 2022 avec la guerre, l'invasion russe de l'Ukraine, et on a eu très peu de réfugiés qui sont venus, alors qu'on a beaucoup de métiers en tension. Et je pense que là, il y a aussi un travail à faire en France sur le fait de vendre la France comme un pays de travail. Gilles Berset, est-ce que effectivement pour les entreprises françaises, recruter c'est long, cher, compliqué, difficile, et ça vous expose à plein de problèmes? En tout cas, ces difficultés sont pas nouvelles et peuvent pas expliquer la très forte montée au rideau des difficultés de recrutement dont on doit voir, je dirais, la cause dans un pays comme la France, hein, avec donc les symptômes que j'évoquais tout à l'heure d'un mauvais fonctionnement du marché du travail, dans une quantité de causes. Bon, la formation, ça vient d'être évoqué, donc l'adaptation des compétences. Il y a des problèmes d'attractivité, et les problèmes d'attractivité, d'ailleurs, se retrouvent dans tous les pays. Pour prendre un exemple, dans les hôtels, cafés, restaurants, c'est vrai que pour beaucoup de gens, être pris 6 soirs par semaine, par exemple, pour les services, et ne pas voir son conjoint, sa conjointe, ses enfants et ses amis 6 soirs par semaine, ça arrête. Et dans la discussion qui est en cours dans cette branche d'activité pour justement répondre aux difficultés de recrutement, il y a la prise en compte de ces questions de conditions de travail et pas simplement des salaires. Il y a une troisième cause quand même qui est importante de donner, qui caractérise bien certaines rigidités qui existent dans un pays géographiquement grand comme la France, c'est les problèmes de mobilité. Quand on prend une carte en France des taux de chômage dans les bassins d'emploi, il y a beaucoup de bassins d'emploi en France, eh bien on voit que des bassins d'emploi très tendus, avec des taux de chômage très faibles, sont mitoyens de bassins d'emploi où au contraire le taux de chômage est relativement élevé. Donc ça traduit un manque de mobilité, mais pire encore, quand on compare cette carte maintenant avec la même carte il y a une vingtaine d'années, on voit une permanence, même en 20 ans, des gens qui vivent dans des bassins d'emploi dans lesquels le taux de chômage est élevé n'ont pas bougé, migré en quelque sorte dans des bassins d'emploi qui ne sont pas très éloignés, dans lesquels les taux de chômage sont beaucoup plus faibles. Donc il y a des problèmes de mobilité, vous voyez, qui se posent d'une façon cruciale. Et puis la question des rémunérations, bien sûr, est importante, mais on ne peut pas poser la question des rémunérations en se disant les salaires ne sont pas assez attractifs, etc. La question des rémunérations doit se poser en se disant quelle est la distance, quel est le gain
en termes de rémunération de la prise de travail, de la prise d'emploi. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que la distance entre la rémunération associée au travail et les éléments de rémunération associés au non-travail, est-ce que cette distance est suffisamment grande? Et je vous renvoie ici au rapport du groupe d'experts sur le SMIC, rapport annuel, où chaque année on publie des simulations sur les gains financiers d'une personne qui passe de l'inactivité ou du non-emploi à l'emploi au SMIC. Et on voit que très souvent, ces gains peuvent être très très faibles, et pour certaines personnes, compte tenu du coût de la mobilité, de la garde d'enfants, d'une quantité d'autres coûts qui sont associés à l'activité, eh bien ces gains peuvent être trop réduits. Et ça doit amener évidemment à réfléchir à des réformes. La réforme de l'assurance chômage, par exemple, mais aussi le fait que les taux de prélèvement implicites sur les prestations, ces taux de prélèvement sont très élevés au moment où on a des revenus d'activité. Ces revenus d'activité augmentent. C'est ce que vous montrent les simulations qui sont faites et qui sont produites dans ces rapports. Alors, je voudrais quand même mettre un peu mon petit grain de sel. Je suis en train de travailler sur un sujet sur les retraités qui continuent à avoir une activité professionnelle. Et j'ai parlé pas plus tard que lundi dernier avec une dame qui a 66 ans, il me semble, et qui travaille comme chauffeur de car scolaire, qui est un des secteurs aujourd'hui qui a énormément de mal à recruter. Et cette dame, elle travaille donc tôt le matin pour emmener les enfants à l'école, tard le soir, enfin dans l'après-midi pour ramener les enfants. Elle fait les allers-retours à la piscine, au stade, au musée quand ils vont au musée, pas tous les jours. Quand elle est en pause, en coupure, quand elle attend, elle n'est pas payée. Et de toute façon, pour ce boulot-là, à l'âge qu'elle a, elle gagne royalement 500 € par mois. Donc, est-ce que ça explique pas aussi pourquoi certains secteurs ont du mal à recruter? C'est quand même des conditions de travail qui paraissent compliquées pour une rémunération qui paraît dérisoire. Allô, oui. Il s'agit là d'un contrat que je ne connaissais pas avant de rentrer en France. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 13 ans hors de France. Voilà, c'est ça. Même pendant les vacances scolaires. Voilà. Oui, mais c'est effectivement un contrat CPS, un contrat période scolaire qui, de toute façon, ne peut s'entendre historiquement à l'origine que comme un cumul emploi-retraite, ou par exemple qui a été beaucoup marketé vis-à-vis des agriculteurs. En disant ben voilà, vous allez avoir 1, 2, 3 heures de travail le matin, vous allez avoir votre autre activité pendant la journée, aller dans les champs, et puis ensuite revenir pour faire la tournée. Et l'image, qui n'est pas une image d'Épinal, puisqu'il y a des choses assez similaires aux États-Unis avec ce que vous imaginez, les cars jaunes, c'est le conducteur, la conductrice ramène le car à la maison le soir. Et donc à travers des conversations avec, alors là c'est une branche professionnelle indépendante de celle que vous mentionnez tout à l'heure, Florence Ojo de l'Union des transports publics, qui est la Fédération nationale des transports de voyageurs. Et donc en ce moment, c'est une vraie conversation qu'on a en ce moment en disant quel est un nombre minimum d'heures qu'on peut avoir et quelle est la rémunération des personnes qui auront ces contrats-là. Et donc à minima des 600 heures, passer à 800. Et donc la conversation en ce moment est très très forte. Alors pour tout le monde ici, en plus subventionné ici par les conseils régionaux. On est en transport, le transport scolaire sont de domaine l'autorité organisatrice de la mobilité et le conseil régional. Et donc c'est une conversation aussi à avoir avec les conseils régionaux, puisque au bout d'un moment c'est eux qui vont bien sûr payer ce genre d'augmentation. Donc vrai gros sujet en ce moment de conversation. À noter quand même que le cumul emploi-retraite, dans certains cas, est un mécanisme qui est à disposition des entreprises en général et qu'on voit commence à avoir l'impact pour nous pour adresser certains des sujets qu'on a en ce moment.
On a parlé du sujet notamment de l'éloignement du domicile-travail qui peut être un frein au recrutement. Est-ce qu'il y a des solutions, des initiatives, par exemple des entreprises qui peuvent fournir des logements à leurs salariés sur le lieu de travail? Est-ce que ce sont des choses qui existent? Par exemple, je pense à l'industrie. Oui, alors, non, j'ai pas d'exemple en tête, mais je parlais tout à l'heure du pack accueil et ça répond à ce genre de préoccupation. Faire venir des personnes en leur proposant, en les aidant dans leur démarche de recherche de logement et puis d'école, voire d'emploi de la conjointe ou du conjoint. Mais j'ai pas d'autres exemples en tête sur ces questions. À votre connaissance, je ne sais pas si je m'adresse aux autres intervenants, est-ce qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui mettent des logements à disposition, qui facilitent le logement de leurs salariés? Je crois qu'en Ile-de-France, où le logement est extrêmement cher, il y a des entreprises de travaux publics, par exemple, qui arrivent à faire venir un peu de main-d'œuvre grâce à ça. Oui, mais il y a peu de temps, j'étais à une réunion avec des DRH et effectivement, les DRH de sociétés, d'entreprises alimentaires en tout cas, disaient que pour attirer des gens, de la main-d'œuvre, elle pratiquait ce genre de choses. C'est complexe, parce que souvent les gens à partir de certain âge, ils ont conjoint, etc. Le conjoint, il a aussi un emploi, donc, et puis les enfants sont scolarisés, donc c'est pas des choses faciles. Mais dans les problèmes de mobilité, il faut aussi remarquer que la France est un pays dans lequel le permis de conduire est particulièrement difficile et cher. Pour les jeunes, c'est pas un accès facile. Et donc, quand on est en zone rurale, pour se déplacer, il faut souvent un véhicule. En France, c'est particulièrement dur. Le transport, par ailleurs collectif, en zone rurale, n'est pas toujours d'une densité suffisante. Donc, il y a aussi ces difficultés, quoi. Oui, il n'a pas de chauffeur. Il ne peut pas faire du transport. Ouais. Ouais. Donc vous disiez qu'il y avait un certain nombre de freins sur le marché du travail, notamment des freins aujourd'hui en termes d'attractivité. Comment on peut les résoudre? Je crois que la Fabrique de l'Industrie notamment fait beaucoup de campagnes auprès des jeunes, notamment. Peut-être que vous avez été destinataire de ces campagnes avec des manifestations sur type la Semaine de l'Industrie. Comment on rend les métiers attractifs et est-ce qu'il suffit de faire en fait de la communication ou est-ce que ça se travaille beaucoup plus en amont, par exemple avec des écoles de formation qui démarrent plus tôt dans le système éducatif? Je crois que vous voulez... Le sujet de la campagne, de la compréhension des métiers avant d'y rentrer, il est quand même fondamental. Et dans je parlais de notre petite étude tout à l'heure, on voit bien en comparaison, par exemple, dans nos secteurs d'activité, la comparaison des candidats se fait avec l'hôtellerie-restauration et les fameuses 6 soirées par semaine. Il n'empêche que dans le transport public, la plupart du temps, dans les services que nous avons, il y a moins de services le week-end que les jours de la semaine, et donc vous avez plus de chances de ne pas travailler un samedi-dimanche, à contrario de l'hôtellerie-restauration, avec des heures sup, avec des primes de dimanche, etc., des conventions collectives et puis des conditions de paie qui sont plus attractives en moyenne. Et donc là, on voit bien que nous, on a, en tant que fédération... J'ai dit allô tout à l'heure. Et donc, on a besoin, et donc on travaille avec l'Union des transports publics à une marque de branche, à travailler sur ces points-là, et qu'on va lancer d'ailleurs très bientôt, le 1er décembre, en disant regardez l'attractivité de nos métiers. Et ensuite, on a parlé de décarbonation, d'insertion, on parle bien sûr d'impact sur le territoire, sur des métiers qui ont vraiment un sens très très fort. Et le lien entre je contribue à ma communauté, à mon territoire et le métier que je fais au quotidien est très très fort là. Peut-être, tant que j'ai le micro, une petite parallèle sur le débat de la démission tout à l'heure qu'on a eu, et puis ce qu'on a pu écrire dans la presse un peu moins spécialisée sur la grande démission. Voilà. Mais il n'empêche que ce que nous, on a vu, c'est qu'on a un plus gros taux de démission et de turnover sur les personnes qui ont moins de 2 ans d'ancienneté. C'est des gens qu'on a embauchés depuis le Covid.
Et que l'hypothèse qu'on est en train de faire, on a probablement moins bien intégré au sein de l'organisation, moins bien formé, moins bien accompagné dans leur intégration dans la boîte. Et donc, on apprend ça et on voit des frémissements sur un taux de turnover qui est en train de baisser sur les personnes qu'on vient d'embaucher. Mais c'est vraiment important de se dire ça. Et aussi, on a quand même eu des cas de personnes qui sont parties en disant « je vais tenter une autre aventure », qui sont reposées la question. Et pour l'anecdote, mais à Lyon, là, on a 6 personnes qui sont revenues, qui étaient lancées, je vais lancer mon food truck, je vais faire ci, je vais faire ça, et qui finalement sont revenus chez nous. Et finalement, quand je disais qu'on commençait à avoir de jolis résultats, si je reviens sur Lyon en ce moment avec comment on travaille sur l'insertion par le sport, les CFA, du meilleur marketing, une meilleure explication de nos métiers, de la cooptation, travailler, attraper des publics qu'on n'aurait pas attrapés auparavant. Donc finalement, d'avoir embaucher des gens qui ressemblent plus à la population de nos usagers au quotidien. Donc vraiment, finalement, une chose extrêmement positive. De janvier au mois d'août, on avait entre 10 et 35 candidats pour être conducteur de bus sur Lyon par semaine. Et là, depuis le 1er septembre, on n'a pas eu moins de 100 candidats par semaine. Donc on voit vraiment là, alors je parle d'un territoire en particulier, un secteur d'activité en particulier, une entreprise en particulier, mais on voit vraiment là une accélération. Alors après, on a mobilisé beaucoup de ressources en interne pour pouvoir faire face à ces défis-là. Oui. La semaine de l'industrie, oui. Initiative, ça fonctionne ? Alors, il y a la semaine de l'industrie, il y a aussi des initiatives comme Elle Bouge, puisqu'on sait que dans l'industrie, il y a très peu de femmes, 30%, parce que c'est des métiers qui sont encore connotés comme masculins. Donc oui, c'est des initiatives qui aident à améliorer l'attractivité, mais bon, ça suffit pas. Je dirais que ça se joue aussi dès l'orientation, faire connaître ces métiers dans les collèges, avec des visites d'usines ou des industriels qui se déplacent directement dans les écoles. Donc il y a toutes ces initiatives. Et puis, je dirais qu'il y a aussi, du point de vue des employeurs, à eux aussi de faire un peu plus d'efforts. Par exemple, il y a beaucoup d'employeurs qui sont réticents à embaucher des salariés, des demandeurs d'emploi, sous prétexte qu'ils n'ont pas exactement les compétences attendues. Donc là, c'est à eux aussi d'accepter de les former et de ne pas avoir des salariés qui ont exactement toutes les compétences attendu. Donc la formation continue aussi importante. Et puis de la même manière, souvent on recrute aussi peut-être des niveaux avec des niveaux de diplôme qui sont plus élevés que ce qui est nécessaire du fait de l'élévation du niveau global d'éducation, de formation. Donc là aussi, les employeurs doivent accepter de former des gens qui sont peut-être un peu moins diplômés, mais qui sont tout à fait compétents pour exercer certains métiers. Gilles Berset, est-ce que l'apprentissage, le développement de l'apprentissage dès le collège, ça peut aider à fluidifier le marché du travail ou pas ? Ça peut évidemment beaucoup aider. D'ailleurs, la réforme de l'apprentissage est un succès numérique en termes de nombre d'apprentis et d'évolution de l'emploi dans notre pays. Ça contribue l'apprentissage à un tiers des fortes créations d'emplois sur les derniers trimestres, donc c'est quand même pas négligeable. Maintenant, le coût de la réforme de l'apprentissage est également très très élevé, donc avec un peu de recul, il faudra faire une analyse coût-avantage. Je voudrais quand même souligner que dans cette attractivité, il y a un rôle fondamental qui doit être joué par le dialogue social. Et dans beaucoup de branches, le dialogue social s'empare totalement de la chose. On parlait tout à l'heure des hôtels, cafés, restaurants. Dans les hôtels, cafés, restaurants, il n'y a quand même pas une branche anecdotique en termes de nombre de travailleurs. Dans les hôtels, cafés, restaurants, la réflexion qui a été engagée depuis déjà un certain temps, depuis avant l'été dernier, pour rendre les métiers plus attractifs, prend complètement en charge cette question d'attractivité avec le nombre de soirées qui sera garanti par la convention collective de branche, le nombre de soirées qui sera garanti, les conditions de travail, les périodes vides, en quelque sorte inactives entre deux périodes d'activité, etc. Tous ces éléments qui jouent sur l'attractivité sont dans la négociation au niveau de la branche avec
l'élément fondamentalement salarial des minima de branche et des grilles, des minima salariaux hiérarchiques, des grilles de rémunération. Donc les deux vont de pair, et il y a des branches qui s'en saisissent fortement. Pas toutes, hélas. Alors, je viens de recevoir les messages, enfin les questions de la salle, donc la technologie finit par fonctionner. Et on me dit justement, par exemple, sur ce sujet-là, les problèmes d'attractivité, puisqu'on parlait de la branche café, hôtel, restaurant, ça a toujours existé. Pourquoi aujourd'hui c'est plus grave? Pourquoi il y a plus de pénurie? Est-ce qu'on a des réponses à ça, par exemple? Ça a toujours existé, ces conditions de travail. Simplement, en 2022, il peut y avoir des attentes en termes de conciliation, vie personnelle, vie professionnelle, qui ne sont pas celles de 1980 ou celles de 1990. Les choses changent, la perception, les attentes des personnes changent, sachant que le pouvoir d'achat, lui, par unité de consommation, il n'a pas progressé énormément. Donc, ce qui fait l'amélioration de la qualité de la vie, justement, c'est d'autres éléments que des éléments en termes purement et simplement de rémunération. Donc je dirais que d'ailleurs la crise de la Covid a peut-être de ce point de vue-là été un révélateur de ces attentes, hein, qui a accéléré le phénomène sans le provoquer. Néanmoins, voilà, on est en 2022 et en 2022, encore une fois, les attentes ne sont pas les mêmes que ce qu'elles pouvaient être il y a une quarantaine d'années. Michaël Laurent, est-ce que du point de vue de la DARES, l'amélioration du dialogue social, enfin la négociation collective, etc., joue un rôle face à des salariés potentiels, ou est-ce que c'est un éclairage, enfin une dimension qui peut échapper à l'attractivité? Non, je pense que la négociation collective a tout son rôle à jouer, effectivement, sur ces questions d'attractivité qui sont très larges, qui ne concernent pas uniquement la rémunération, qui concernent aussi les avantages connexes à l'activité. On a parlé du logement tout à l'heure, par exemple, qui concernent aussi la nature des contrats de travail, combien de CDD on peut enchaîner avant d'être titularisé, des choses comme ça. Et ça, c'est aussi des paramètres qui peuvent permettre d'attirer un peu plus des candidats à l'embauche. Et on voit que ça bouge. Et depuis 2015-2016, on voit que ça bouge, notamment sur les embauches. On voit que les embauches dans contrat très court, donc de CDD de moins d'un mois, ont plutôt diminué, alors que les embauches en CDI, les embauches en CDD longs ont, elles, plutôt augmenté. On voit aussi que la part d'emploi à temps partiel a diminué assez fortement. Donc, est-ce que c'est une intensification du travail qui fait que, comme on a un peu de mal à recruter les gens qu'on a sur place, on les fait travailler plus qu'avant, ou est-ce que c'est des nouvelles conditions d'embauche qu'on propose? C'est un peu difficile de faire la part des choses, mais en tout cas on constate bien qu'en moyenne la part de temps partiel a diminué. Et puis on voit aussi quelque chose sur les salaires. Ça commence à bouger, donc effectivement, sous le fait de quelques négociations collectives dans des branches un peu importantes. On a vu que dans l'hôtellerie-restauration notamment, il y a eu des hausses très importantes, des salaires référentiels de la branche. Et en fait, globalement, sur toute l'économie, on voit que les salaires montent. Alors c'est vrai que en 2022 s'ajoute une problématique supplémentaire qui n'était pas forcément anticipée par beaucoup de monde, qui est l'inflation. Donc les salaires augmentent, mais ils restent à un rythme un peu plus faible que les prix. Donc le pouvoir d'achat des salaires ne suit pas forcément. Après, je vous parle par ailleurs de salaire de base, donc ça inclut pas forcément tous les éléments de rémunération, etc. Mais bon, ça peut aussi peser sur les attentes des salariés à la hausse. Et pour revenir un peu sur ce que disait Gilbert sur des attentes qui auraient peut-être changé, je ne sais pas si elles ont fondamentalement changé depuis le Covid ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période où elles peuvent s'exprimer. On est dans une période où le rapport de force est très favorable aux salariés. On n'est plus à 10% de chômage, on est à 7% de chômage. Les entreprises veulent embaucher. Et aujourd'hui, effectivement, celui qui a l'ascendant dans la négociation, qui peut un peu poser ses exigences, c'est le salarié, à la fois au moment de l'embauche,
mais aussi pour le phénomène de rétention. Et si on veut le garder, effectivement, il y a une concurrence de plus en plus forte entre les entreprises et qui potentiellement peut dépasser aussi les frontières des secteurs. On peut aller débaucher des gens. On a des compétences aujourd'hui, c'est ce que dit Pôle emploi notamment, on a des compétences qui peuvent s'exporter dans d'autres métiers que pour celui pour lequel on a été formé. Ça veut dire aussi que des entreprises peuvent aller chercher vos employés, même si elles ne sont pas du même secteur, puisqu'ils savent faire des choses qu'elles peuvent utiliser. D'où le taux élevé de démission, qui est en fait un signe de la mobilité. On en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. Pourquoi en France on n'utilise pas plus la main-d'œuvre, les réfugiés, la main-d'œuvre étrangère? Et le ministre du Travail a parlé il y a quelques jours, a évoqué l'idée de faire un contrat, j'ai plus exactement le terme, voilà, un permis de séjour, un métier en tension. Est-ce que c'est une bonne idée? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut résoudre vos difficultés, Monsieur Michel? Je vais être extrêmement théorique parce qu'encore une fois, je suis praticien, je ne connais pas tous les mécanismes. L'idée qu'il y ait quelqu'un sur le territoire qui soit loin de l'emploi et qu'on puisse lui faciliter une insertion localement, hein, je parle réfugié, je trouve que en tant qu'entreprise citoyenne, on ne peut qu'être extrêmement favorable à ça. L'accompagnement, je l'ai mentionné rapidement tout à l'heure, il est fondamental là-dedans, hein, et ça prend beaucoup de temps, donc ça coûte de l'argent, ça veut dire qu'il faut des tuteurs, il faut des accompagnateurs, il faut et sur le temps long. Mais pour l'instant, on est au tout début, hein, de l'industrialisation de ce processus, mais on voit que ça marche. Donc, sur les quelques endroits où on l'a expérimenté chez Keolis, et les quelques fois où ça n'a pas marché, on sait dire que c'est des sujets d'accompagnement ou parfois de s'être un peu planté sur une adéquation de profil sur un poste. Ensuite, j'imagine la question, elle est de savoir est-ce qu'on va aller chercher du monde hors de l'Hexagone pour faire venir. On commence à se poser la question de si jamais c'était confirmé, est-ce qu'on va le faire ou pas. Et donc là, on est en plein débat en interne de l'entreprise en disant oui ou non. Et là, comme nous sommes pourvoyeurs de services publics pour le compte d'une communauté, c'est probablement un dialogue à avoir localement en se disant est-ce qu'on a envie de le faire ou pas. En tout cas, nous, on l'a fait à un moment donné au Québec avec des Français. Donc on a sponsorisé des visas de mécaniciens, de conducteurs de bus français pour aller au Québec, puisque pré-Covid, l'attention. À l'époque, j'étais patron des opérations en Amérique du Nord. Voilà, donc c'est des choses qu'on est capable de faire. Et donc la question, est-ce qu'on a envie de le faire ou pas? On est vraiment en train de travailler dessus en ce moment. Oui, elle est définitivement politique. Vous disiez que la France n'était pas tellement prisée justement par les travailleurs qui bougent, qui quittent leur pays pour chercher du boulot. Ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Et pourquoi? Quelles sont les raisons selon vous? Je n'ai pas les raisons là. Oups, je sais pas, en tête. Mais par contre, par rapport à l'idée qu'il y ait quelqu'un à Bercy qui décide quels sont les métiers en tension ou au ministère du Travail, oui. Et qui décide quels sont les métiers en tension et qui, du coup, ça sera immuable pendant plusieurs années. Ça, je pense que ça n'a pas beaucoup de sens. Les entreprises savent beaucoup mieux qu'une institution centralisée. Donc, c'est une des choses qu'on voit. Il y a beaucoup de variations entre entreprises, entre métiers, d'une année sur l'autre. Donc, plutôt que d'avoir une liste figée, je pense que d'avoir une ouverture plus grande, c'est pas mauvais. Gilles Berset, est-ce que macroéconomiquement ça peut fonctionner et est-ce que justement on peut faire une liste, enfin comment mettre ça en œuvre? C'est quand même très compliqué, comment définir les métiers en tension, pour combien de temps, qui décide, les entreprises, les politiques, voilà. Comment ça se met en place ce genre de mécanique?
Déjà, quand on regarde dans le rétroviseur en France, on voit que dans les années 50 et 60, des activités vraiment ont pu se développer massivement, on pense en particulier à l'industrie automobile, en recourant à la main-d'œuvre qu'on allait chercher à l'étranger, qu'on allait chercher même très très activement à l'étranger pour travailler dans l'industrie automobile, mais aussi dans le bâtiment. Donc c'est quelque chose qui est pas nouveau, ça, le fait d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'étranger. Maintenant, la façon de prendre la chose est un petit peu différente. Ça peut être très compliqué, on sait faire des choses très compliquées en France. Il faudra voir après, pour l'instant, ce qui a été évoqué, c'est simplement le principe. On va voir comment ensuite ce principe sera décliné pour que ça ne devienne pas effectivement une usine à gaz, quelque chose d'une complexité inouïe. Mais sinon, sur le principe, c'est effectivement un élément qui peut contribuer à atténuer certaines difficultés de recrutement dans la période actuelle, sachant que, comme on l'a vu pendant cette heure, les difficultés de recrutement n'ont pas une cause unique, mais ont une palette de causes, et donc appellent aussi toute une palette de réactions et de politiques économiques pour les faire diminuer. Donc encore une fois, c'est un élément parmi d'autres qu'il faut considérer sur le fond dans sa mise en œuvre pour savoir si ça peut contribuer avec d'autres politiques à réduire les difficultés de recrutement qu'on connaît en France. Alors, quelles autres politiques, justement ? Les autres politiques, je les évoquais tout à l'heure. Mobilité, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, d'ailleurs, on a beaucoup de questions là-dessus. Mobilité. La question de la mobilité, notamment la mobilité des jeunes qui ne veulent plus avoir de véhicule personnel, qui prennent plus les emplois avec un trajet de plus de 40 minutes. Que peuvent faire les entreprises pour aider les jeunes à se rendre sur le lieu de travail, sponsoriser des véhicules, scooters, vélos électriques, navettes, etc. Donc des questions très concrètes. La mobilité, ça semble être un vrai souci. Non, c'est un vrai souci. C'est un vrai souci. Puis encore une fois, je veux dire, le constat qu'on peut tous faire quand on compare des cartes de taux de chômage par bassin d'emploi, on voit que manifestement, en 20 ans, la mobilité géographique est réduite. Et puis encore une fois, il y a cette question de distance entre revenus associés à l'emploi et revenus de l'inactivité. Cette distance peut être, pour les emplois peu qualifiés, parfois insuffisante pour compenser la désutilité de ces travaux peu qualifiés qui ne sont pas parfois exaltants, les coûts associés à ces prises d'emploi dans la garde d'enfants, dans le transport, dans d'autres choses. Donc voilà, il y a une vraie réflexion à avoir ici, sachant qu'en France, il y a énormément de prestations associées dont bénéficient les bas revenus. Ces prestations sont évidemment dégressives parce que sinon elles coûteraient encore plus que ce qu'elles coûtent aujourd'hui. Et cette dégressivité aboutit évidemment à des taux de prélèvement qui peuvent être assez élevés en bas de la hiérarchie des salaires. Je vous renvoie là encore une fois à ces simulations qui sont publiées sur les revenus nets comparés par exemple d'un célibataire qui passe du non-emploi à un emploi au SMIC. Ce gain est parfois insuffisant pour compenser la désutilité du travail et puis les coûts associés à la prise d'emploi. Vous voulez dire que le travail ne paye pas assez en France, en fait? Les taux de prélèvement sont trop élevés. Donc après, ça nous renvoie à c'est pas pareil, on est d'accord. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, sur la mobilité, je ne peux pas m'empêcher de parler du sujet mobilité, bien sûr. Vous l'aviez mentionné tout à l'heure, le sujet rural, non rural. Donc, bien sûr, le sujet ruraux sont très très différents et donc je vais me concentrer un peu sur la zone dense et les freins à la mobilité. C'est en premier et en tout premier lieu la qualité de l'offre. Et alors je vais parler là des États-Unis. Quand on voit vraiment là où il y a le plus de mobilité dans un territoire donné et de perméabilité, c'est justement là où il y a eu des chocs d'offres. Donc là, choc d'offres, ça permet d'apporter de l'accès
l'accès à l'emploi, on le voit arriver très très vite. Mais aussi, je pourrais prendre le même sujet sur le taux de mortalité infantile, par exemple. Il y avait une étude de la Banque mondiale qui avait dit pour 1 euro de politique publique dépensé dans la ville de Détroit, où est-ce qu'il faudrait le mettre pour réduire la mortalité infantile? Et la réponse avait été dans la mobilité, pour accéder aux services. Donc on peut, là, l'accès à l'emploi en droit fondamental, se dire la même chose. En France, quand même, quelques mécanismes sont disponibles. On se rappelle le 50% de remboursement de l'abonnement domicile-travail, passé à 75% là tout récemment. Les forfaits mobilité durable, donc on se dit on rachète les mobilités douces, donc le vélo électrique, la trottinette, etc. Donc on voit l'embryon de politiques publiques là qui sont en train de vraiment travailler sur ces sujets-là. Nous, bien sûr, on y croit à fond et on pousse sur ces sujets-là. On les voit bien en frein dans la non-perméabilité des zones d'emploi, que l'offre de mobilité collective partagée, douce, durable, pas chère et permanente est fondamentale. Je vais revenir sur la différence, enfin sur le sujet soulevé par Gilbert Sette sur l'intérêt, enfin ce que rapporte le travail par rapport au non-travail. Est-ce que c'est aussi un constat que vous faites dans vos études, Michaël Laurent ? Bon, de toute façon, moi j'ai contribué longtemps au rapport du groupe d'experts sur le SPIC, donc effectivement les simulations et les taux de prélèvement sont effectivement élevés dans certains cas type qui sont assez particuliers, mais effectivement c'est un des leviers, c'est une des causes dont on n'a pas encore beaucoup parlé des difficultés de recrutement qui sont identifiées dans la littérature économique. C'est évidemment le manque d'offres de travail, donc un peu effectivement une désincitation au travail qui peut passer par l'assurance chômage, la générosité du système social, des choses comme ça. Aujourd'hui en France, pour nous en tout cas, c'est pas la cause qui domine clairement. Juste pour revenir justement sur d'autres mesures sur la question des métiers en tension et du recours à la main d'œuvre étrangère, il y a quand même quelque chose qui a changé un peu depuis la crise de 2010, depuis la crise Covid et 2019. Je disais que on était dans la continuité et que le Covid n'avait été qu'une parenthèse. Ce qui a changé, c'est que aujourd'hui, tous les pays européens sont un peu dans la même situation que nous. Il y a des difficultés de recrutement qui ont augmenté un peu partout. Nous, on travaille aussi avec la Commission européenne et on est dans un marché du travail qui est européen aujourd'hui. D'ailleurs, les projets de décret sur les métiers en tension concernent uniquement les étrangers hors communauté européenne. Et ça change pas mal de choses parce qu'il y avait une mobilité un peu interne à l'Union qui fonctionnait. Chaque pays avait ses tensions à des moments un peu différents. En Allemagne notamment, il y a eu beaucoup de recours à des travailleurs polonais, tchèques, slovaques. Aujourd'hui, il y a des problèmes d'emploi en Pologne, en République tchèque et en Slovaquie. Les gens rentrent dans leur pays et ça accentue les tensions aussi dans les pays où ces travailleurs étaient partis. Les décrets des métiers en tension, d'une part, ils existent déjà. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été rénovés ou remis à jour depuis très longtemps. Et puis, ils ont quand même au moins un mérite, à mon avis, c'est qu'ils permettent d'identifier et de mettre un peu noir sur blanc, d'aller regarder où est-ce que ça coince, quoi. Éventuellement pour aller chercher des gens et leur offrir des permis de travail sur ces métiers-là, mais aussi pour activer le service public de l'emploi en France sur ces métiers-là. Et ça fait partie aussi du plan de lutte contre les tensions qui a été donc mis en place là, depuis 2021. C'est aussi d'identifier les métiers où on a vraiment des gros problèmes de tension pour flécher les efforts du service public de l'emploi sur ces métiers, que ce soit pour aller identifier des demandeurs d'emploi qui auraient les bonnes compétences, pour accompagner plus spécifiquement les entreprises de ces secteurs-là. Et il y a un point qui nous semble, nous, important aussi, c'est que un recrutement, c'est compliqué. D'autant plus si vous êtes une petite entreprise, ou si vous avez 2 ou 3 salariés, vous ne recrutez pas souvent. Donc quand vous avez besoin de recruter, c'est une nouvelle aventure. Et il y a un des points du plan de lutte contre les tensions qui est aussi d'aider les entreprises à recruter, de leur apprendre comment faire. Trier des CV quand vous en avez reçu 150, c'est compliqué. Et
vous en recevez beaucoup selon les secteurs, quoi. Donc tout ça, c'est aussi des nouvelles orientations qui vont être données au service public de l'emploi, pas seulement former les chômeurs, on continue à le faire, leur donner les compétences qui sont nécessaires aujourd'hui sur le marché du travail, on continue à le faire, aussi accompagner les entreprises qui rencontrent des difficultés pour essayer de les aider à surmonter ces difficultés. Oui, là-dessus, on a beaucoup parlé, on parle encore pas mal des nouvelles techniques de recrutement, type méthode par simulation, par compétence. Est-ce que c'est des méthodes qui fonctionnent mieux que le CV, entretien classique, offre d'emploi? Est-ce que vous, dans vos entreprises, vous mettez en œuvre des méthodes un peu innovantes comme ça? Et quels résultats ça a? Sonia Belli. Oui, je voudrais d'abord rebondir sur ce qui a été dit sur les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Enfin, ce que je voulais ajouter, c'est que réduire le montant de l'indemnisation, ce que ça peut effectivement permettre, en tout cas inciter les demandeurs d'emploi à prendre un emploi plus rapidement, mais ça peut aussi aboutir au fait d'occuper un emploi non désiré, moins stable et peut-être moins rémunéré que ce qu'on voudrait, et donc aboutir à des mauvais appariements aussi sur le marché du travail. Et puis il y a aussi ce risque finalement de faire peser tout le poids des problèmes de recrutement sur les demandeurs d'emploi. Donc charge aussi aux employeurs d'améliorer les conditions d'attractivité. Ça passe aussi par des améliorations de salaire quand c'est le cas, notamment dans la restauration par exemple. On sait aussi que les conditions de travail sont très difficiles, donc il y a aussi cet aspect-là. Enfin, il y a aussi les employeurs qui doivent faire des efforts de ce point de vue-là. Ensuite, je voulais aussi parler des nouvelles attentes parce que le Covid, dans l'industrie, il y a une nouvelle attente, c'est le télétravail. Et dans l'industrie, ça peut accentuer les problèmes les difficultés de recrutement parce que sur ces métiers-là, en tout cas les métiers de terrain, les métiers d'ouvriers, d'opérateurs, ils ne peuvent pas télétravailler. Le transport, même problème. Oui. Le télétravail, quand on est chauffeur de bus, c'est compliqué de le faire à distance. Ouais, donc c'est une crainte des industriels, c'est d'avoir des difficultés à embaucher. Ensuite, oui, je sais qu'il y a des dispositifs comme la PMSMP, la période de mise à disposition professionnelle, qui sont assez mobilisés dans le secteur industriel. Donc c'est des périodes de mise en situation qui peuvent durer jusqu'à 1 mois et qui permettent à des demandeurs d'emploi de découvrir un métier. Je sais que les industriels s'en emparent beaucoup, et puis pour les industriels de pouvoir recruter plus facilement. Alors j'ai pas de chiffres, mais je sais que les industriels sont friands de ce type de dispositif. D'accord. Et donc sur la question des méthodes de recrutement, juste en 2 mots. Oui, alors oui, effectivement, alors j'ai pas d'exemple en tête, mais je sais que aujourd'hui on essaie justement peut-être de moins s'attacher au CV et peut-être s'intéresser plus à ce qu'on appelle les soft skills. Mais là encore faut-il que les employeurs acceptent de former sur le tas. C'est pas toujours le cas, mais j'ai pas d'illustration. J'y crois à fond. Alors, peut-être une des grosses surprises revenant en France après 13 ans en Australie, États-Unis, Canada, ça a été l'attachement au diplôme que j'avais oublié. Voilà, en nomination, vous voyez encore dans tous les journaux Tartampion, virgule, promo machin de telle école, etc. Donc voilà, je suis pas là sur les chauffeurs, les conducteurs, mais vraiment un attachement viscéral au diplôme qui vous suit même à 85 ans, on va dire les formations que les uns et les autres ont pu avoir faites. Ici, par exemple, à Lyon, on a fait un partenariat avec Je ne suis pas un CV, donc une assoce, et ça marche. Ça marche. Et donc là, je pense qu'il y a un vrai sujet, 2-3 méthodes à prendre hors hexagone pour avancer sur le sujet, parce qu'on laisse trop de gens sur le chemin de l'emploi, sur le bas-côté du chemin de l'emploi, parce qu'on ne regarde pas assez les compétences transférables acquises à travers le sport, les associations, etc., etc. Monsieur Mavridis, est-ce que la France a le culte du diplôme au détriment du marché de l'emploi? Je ne me prononce pas, non. Joker. Bon, alors,
Donc on va revenir sur la question de l'assurance, enfin voilà, du revenu du travail par rapport à celui du non-travail. Donc est-ce que la réforme de l'assurance chômage, qui a fait couler beaucoup d'encre et créer beaucoup de débats, peut néanmoins fluidifier un peu les choses? Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'il est possible de faire sans non plus diminuer le niveau de vie des uns ou des autres pour accroître le différentiel et donc l'intérêt à travailler? Gilbert Sett, la question. Dans l'indemnisation du chômage, on peut quand même regarder ce qui se fait dans d'autres pays qui donnent le sentiment parfois de fonctionner bien. Et ce qu'on voit, c'est que notre système d'indemnisation du chômage est particulièrement généreux par rapport à d'autres pays et peu incitatif par rapport à d'autres pays aussi à la reprise d'emploi. Les périodes d'indemnisation sont très longues. Là, c'est une comparaison à plat. Très très longue, les périodes d'indemnisation en France, et ce qui peut avoir aussi entraîner des mauvais signaux, des mauvaises incitations pour des gens pour rester au chômage. Si, comment dirais-je, le contrôle de la recherche active d'emploi est lui aussi un petit peu faible. Pour prendre un exemple, par exemple, caricatural, qui existe à l'heure actuelle dans l'indemnisation du chômage. Pour les seniors, cette indemnisation peut aller jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans, avec une exigence de recherche active d'emploi qui est, je dirais, très, très affaiblie, très amollie. Ça amène beaucoup d'entreprises à gérer leur personnel, en accord d'ailleurs avec les représentants des travailleurs dans ces entreprises. Pour des entreprises très riches, j'ai rencontré des entreprises, enfin des DRH d'entreprises comme ça, à gérer le personnel et à dire à 59 ans, vous sortez, parce que 59 ans c'est 62, l'âge auquel on peut faire valoir ses droits à la retraite, et moins les 3 ans d'indemnisation pour les seniors. Vous sortez à 59 ans, on vous donnera un petit pactole qui complétera votre indemnisation chômage pour vous assurer un revenu constant. Et puis nous, ça nous permettra de rajeunir la pyramide des âges. C'est un exemple évidemment d'un effet pervers d'une indemnisation chômage très généreuse. On pourrait en prendre comme ça plusieurs. Donc le fait d'indemniser, de penser à une réforme de l'indemnisation chômage et pas du tout déplacé. Se poser cette question-là, c'est évidemment tout à fait naturel. Regardez surtout comment ça se passe dans d'autres pays qui ont l'air de bien fonctionner. À cet égard-là, ça doit être le premier réflexe. C'est généralement le dernier qu'on a en France, mais ça devrait être le premier réflexe. Il y a quand même des pays qui, depuis 40 ans, fonctionnent avec des taux de chômage très faibles. Voilà, comment des pays font pour réussir ça? Et les taux de chômage élevés sont très très transitoires, alors qu'en France, on s'est installé dans le chômage massif depuis 75, depuis plus de 40 ans. Donc la question qu'on doit se poser, c'est pas biologique, vous voyez, c'est pas génétique. Le Français n'a pas en lui quelque chose qui l'amène à cette préférence pour la moindre activité ou éventuellement pour le chômage. Il peut y avoir des mauvaises incitations et des institutions du marché du travail qui donnent des mauvais signaux aux personnes. Et je dis ça tout en disant que, par ailleurs, quand on fait des enquêtes sur le bonheur, ces pays-là, qui sont moins généreux, ne semblent pas plus malheureux que nous. Au contraire, la France est un pays dans lequel les enquêtes de satisfaction et les enquêtes de bonheur aboutissent à indiquer que le Français serait en moyenne moins heureux que les autres, dans lesquels il y a moins de générosité pourtant dans l'inactivité et par exemple au chômage. Peut-être que le bonheur ne se fonde pas juste sur le niveau de l'allocation chômage. Monsieur Mavridis, vous partagez le constat qu'il y a des systèmes moins généreux ailleurs et qu'avec un taux de chômage plus faible? Oui, alors je partage absolument le constat, et pour peut-être en rajouter une couche, ou pour rajouter 3 couches sur le... 3 couches très rapides sur l'emploi des seniors et les effets pervers. Ce qu'on voit en France, c'est qu'on est de tous les pays de l'Union européenne ou même de l'OCDE, on est le pays avec la différence entre l'emploi des seniors et l'emploi ce qu'on appelle les prime age, donc de 25 à 54 ans, le plus élevé de tous les pays de l'OCDE. Il n'y en a pas un avec une différence plus grande que nous. Et c'est surtout dû à ces effets pervers, avec aussi
un départ à la retraite beaucoup plus tôt, conjugué à ces effets pervers-là. Ensuite, sur l'assurance, sur les réformes de l'assurance chômage, on voit partout des discontinuités aux abords de l'éligibilité. Donc la durée d'éligibilité a un effet très fort sur l'effort de recherche et sur la reprise en emploi. Pareil sur le taux de remplacement. Et donc, pour finir, une autre chose que l'on voit, c'est que le travail rend heureux, et que les gens qui sont au chômage, même si on les paye pour être au chômage, il y a vraiment un effet causal de l'emploi. Les gens sont plus heureux lorsqu'ils travaillent que lorsqu'ils ne travaillent pas. Monsieur Michel, vous avez donc vécu dans pas mal de pays, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que vous avez observé, vous, sur cette question d'assurance chômage et de facilité ou pas à rentrer dans des systèmes d'assurance? J'ai presque pas envie de répondre à la question quand la référence est les États-Unis, qui n'a même pas de congé maternité. Voilà, donc là-dessus, on est plutôt sur une négociation par entreprise et on disait, tiens, par exemple, une des marques de fabrique de Keolis aux États-Unis, c'est de dire nous ne sommes pas anti-syndicaux et que voilà, on n'a pas des DRH qui sont là pour se dire comment est-ce que on va virer les syndicats de l'entreprise. Et d'ailleurs, ça nous aide à nous positionner sur certaines villes. Donc voilà, la référence, elle n'est pas par rapport aux autres pays de l'OCDE ou de l'Union européenne, avec des systèmes quand même plus proches. Effectivement, après, je pourrais parler de la dynamique du marché américain, y compris de la mobilité, etc. Mais voilà, je ne sais pas si on a envie de prendre ça comme modèle. Voilà. Puisque vous aviez le micro, j'ai une question très factuelle, mais je crois que tout le monde se la pose. C'est quoi le « je ne suis pas un CV » que vous avez cité Alors, j'ai pas tous les détails. Élodie, tu sais nous dire? Je ne suis pas un CV. Le partenariat qui a été fait... C'est une plateforme qui vise au recrutement via des compétences techniques, mais pas que un nom, etc. Donc on renseigne ces compétences techniques, on renseigne les expériences évidemment qu'on a eues, mais on renseigne aussi ce qu'on souhaiterait faire. Et puis après, la plateforme, avec un algorithme, va chercher et propose aux entreprises des profils auxquels elles se seraient pas... À la fin de la conférence, vous allez voir madame, elle va... Et en fait, je vais vraiment briefer là-dessus demain. Donc c'est pour ça que... Bon, alors, il nous reste pas beaucoup de temps. Il y a plein de questions auxquelles on n'aura pas le temps de répondre, mais qui sont bien sûr intéressantes. Mais voilà, on n'a pas toute la soirée. Je voudrais juste terminer sur une question. Est-ce que malgré ces pénuries de main d'œuvre auxquelles on assiste et dont on a parlé, est-ce que la France peut un jour espérer parvenir au plein emploi, si tant est qu'on arrive à le définir? Tiens, Michael Laurent. La vraie question, je pense que c'est comment on définit le plein emploi. Et il y a des définitions de la théorie économique qui auraient plutôt tendance à dire que si on a des tensions de recrutement, c'est bien parce qu'on est en train d'y arriver, voire qu'on l'est un peu dépassé. En tout cas, à ce qu'on appelle le taux de chômage structurel. Ce qui n'est pas exactement la même chose que le plein emploi, et on a sans doute des marges de manœuvre aujourd'hui encore pour réduire ce taux de chômage structurel, notamment par les institutions du marché du travail, en améliorant ce que nous, économistes, appelons la fonction d'appariement entre la demande et l'offre de travail. Mais en tout cas, ce qui se manifeste aujourd'hui aurait plutôt tendance à dire qu'on est en train de commencer à gratter le chômage structurel quand même de façon assez proche. Oui, je dirais que quand on regarde ici encore dans le rétroviseur, on voit quand même que depuis 2015, c'est assez récent encore. Depuis 2015, le taux de chômage a baissé de 3 points. 3 points en France, vous voyez, d'un tiers en gros, enfin
un peu moins d'un tiers. On était à 10,5, on est passé à un peu moins de 7,5, hein, donc ça a baissé de 3 points. C'est quand même considérable hein, comme baisse. On n'avait pas vu ça depuis... Enfin, je ne sais pas si on avait vu ça depuis 1975, hein, une baisse du taux de chômage aussi forte en un temps aussi réduit. Donc après, est-ce qu'on atteindra les 5% ? Parce que le discours de nos décideurs publics associe le plein emploi à un taux de chômage de 5%. Hein. Est-ce qu'on peut l'atteindre, surtout dans le contexte économique actuel ? Là, c'est évidemment quelque chose de très challenging. Hein. On parle beaucoup de récession au début de l'année 2023. C'est pas favorable à la baisse du chômage et aux créations d'emplois. Il n'empêche que je pense qu'on aurait demandé à beaucoup d'économistes en 2015, au premier semestre 2015, s'ils pensaient qu'aussi rapidement on pourrait baisser de 3 points le taux de chômage. Je pense que peu d'économistes spécialistes du marché du travail auraient dit oui, ça se fera. Ça se fera aussi facilement, d'une certaine façon. Donc là, il faut rester modeste. Ça dépend plein de choses. En tout cas, il faut que les politiques se donnent des objectifs challenging et puis acceptent éventuellement l'échec si on n'y arrive pas. Je crois qu'on va rester là-dessus parce que c'est l'heure. Je vous remercie Michael Laurent, Gilbert Sett, Michel Clément, Dimitri Mavridis, Sonia Bellit. Merci de votre attention, merci de vos questions. Désolé de ne pas avoir pu répondre à tout. Écoutez, bonne soirée à tous.